Bonjour. Donc, je suis Emmanuel Morin, je travaille au laboratoire des monuments historiques et à la suite de ce très bel exposé, je dois rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique. Et donc, dans cette session, on va parler donc de choses techniques. Et moi, je vais vous présenter assez rapidement donc les propriétés, certaines propriétés du bois et leurs conséquences sur les désordres structurels. Donc, je vais m'attacher à parler uniquement du matériau. Et mon collègue parlera plus des structures. J'évoquerai aussi les problématiques, les normes sur le diagnostic sur le matériau. Donc en fond d'écran, j'ai mis, juste cette fois-ci, parce que sinon ça va être un peu fatigant, j'ai mis une coupe transversale de bois pour vous montrer la complexité du matériau. Et en fait, avant de parler des propriétés de matériaux, il va falloir que je parle un petit peu des caractéristiques du matériau. Ce qu'on appelle les caractéristiques du matériau, ce sera ce qui caractérise ce matériau, c'est son anisotropie et sa variabilité. L'anisotropie, c'est le fait qu'un matériau a différentes propriétés dans les trois directions de l'espace. Et donc, ça c'est une première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est la variabilité, c'est-à-dire qu'on verra qu'il y a de très grandes variations des propriétés à l'intérieur du matériau, donc à l'intérieur du bois constituant un arbre, à l'intérieur, le bois de deux arbres différents va être aussi très différent, et le bois de deux arbres de différentes espèces va être encore différent. Après vous avoir présenté ces caractéristiques, je parlerai des propriétés du bois, je parlerai qui ont des conséquences sur les propriétés, sur le comportement mécanique, et qui vont constituer des désordres. Donc, propriétés en rapport avec l'eau, donc je parlerai de l'eau et du bois, ensuite de l'influence d'une contrainte sur le bois. Pour les attaques biologiques, j'en parlerai pas, puisque M. Bousta parlera des champignons. Et puis, donc après, je parlerai très brièvement des normes. Pour ce qui concerne l'anisotropie, vous savez qu'on décrit le matériau avec trois directions caractéristiques qui vont définir trois plans caractéristiques du matériau. Donc, il y a la direction longitudinale, qui est la direction des fibres. Donc ça, on voit bien ce dont on parle. Perpendiculairement à cette direction des fibres, vous avez un plan transversal. Ce plan transversal est décrit par deux directions, une direction radiale et une direction tangentielle. Vous avez vu, ça commence à être un peu technique. La direction radiale, c'est une direction qui part de la moelle, c'est-à-dire du cœur de l'arbre, vers l'écorce. Et la direction tangentielle, c'est une direction qui est perpendiculaire à la précédente. Quand on débite une grume, qu'on fait un débit sur plot, comme le montre la photo, le dessin en haut à droite, vous obtenez différentes planches. Les planches qui sont les plus proches du cœur sont les planches sur quartier. Et en fait, une planche sur quartier est constituée par, on va dire, des plans qui sont comme des plans radiaux. Et alors que les planches qui sont le plus loin du cœur sont des planches dont les faces principales sont des plans des plans tangentiels. Donc on parle de débit sur quartier, de débit sur dos. Et en fait, le comportement au retrait, au séchage du bois de ces différentes planches sur quartier et planches sur dos, sont très différents, comme on le verra et comme vous le savez déjà, mais j'essaierai de l'expliquer un petit peu. J'ai mis des photos de coupe transversale, coupe tangentielle, coupe radiale de Robinier pour vous montrer que, comme vous le savez, on a des figures de bois très différentes selon qu'on considère les trois plans, ce qui montre bien l'anisotropie du matériau. Donc cette anisotropie, on va un tout petit peu plus loin. En haut à droite, vous avez une coupe transversale grossie 20 fois d'un résineux, et si je grossis cette coupe transversale 1500 fois, j'arrive au niveau de la fibre. Et vous voyez que deux fibres, vous avez au milieu une fibre, voilà, avec la paroi de la fibre. Ici, vous avez une deuxième fibre, et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle de la matière mitoyenne, qui va permettre aux deux fibres d'être collées l'une à l'autre. Et vous avez une coupe, ici, une coupe longitudinale du même bois. Voilà, ça c'était pour vous parler de l'anisotropie, pour essayer de vous montrer ce dont on va parler pendant toute la journée.
Donc ensuite, je parle de variabilité, et pour illustrer la variabilité, je vais parler de texture. D'abord, on va parler de variabilité intra-arbre. Donc on va considérer uniquement la photo de droite. Et donc vous voyez que donc ici, vous avez une photo d'un cerne annuel. Vous avez ici une zone de bois initial qui est poreuse et une zone de bois final qui est très dense. La texture, c'est le rapport entre la largeur de bois final sur la largeur totale du cerne. Et vous voyez que pour ce chêne, qui est un chêne à croissance rapide, la texture est forte. D'accord ? Donc la variabilité intra-arbre, c'est la différence de densité entre le bois initial et le bois final, par exemple. Après, on va parler de variabilité intra-espèce, c'est-à-dire entre ces deux chênes. Vous voyez que le chêne de gauche, c'est un chêne à croissance lente, parce que c'est deux photos qui ont été faites évidemment au même grossissement, par rapport au chêne de droite, qui est un chêne à croissance rapide. Et vous voyez que le chêne de gauche a une texture faible, contrairement au chêne de droite, qui a une texture forte. Si on prend le cas des résineux, c'est exactement l'inverse. Le résineux à croissance lente a une texture forte, alors que le résineux à croissance rapide a une texture faible. Et donc, si je considère la variabilité interespèce, vous voyez qu'on a des comportements complètement différents. Quand un chêne pousse lentement, il a une texture faible, alors que quand un résineux pousse lentement, il a une texture forte. Donc on a une très grande variation, et l'histoire, c'est qu'on associe à la notion de texture la notion de densité. Donc un chêne qui grandit lentement, il va avoir une densité faible, alors qu'un résineux qui grandit lentement va avoir une texture forte. Ça veut dire que ces différentes considérations concernant l'anisotropie et concernant la variabilité, ça veut dire que quand on va avoir affaire à du bois, quand on parle de bois, en fait, il faut vraiment être très très rapidement beaucoup plus précis, parce qu'on a une très grande variabilité entre les bois et de la façon dont ils ont, entre leur espèce et de la façon dont ils ont grandi. Et donc maintenant, je peux commencer à parler des propriétés. Et je ne sais pas à combien j'en suis dans mon temps, mais j'espère que j'en ai un petit peu encore. D'abord, première propriété, la propriété concernant l'hygroscopie. Merci. L'hygroscopie, donc, c'est le comportement du bois par rapport à l'eau. Alors, vous connaissez pas ce schéma, c'est un schéma qui est donné par le CNDB, Comité national du bois, qui vous explique que ici, vous avez le bois vert. Quand on commence à sécher du bois vert, il y a d'abord de l'eau libre qui s'en va, puis on atteint ce qu'on appelle le point de saturation des fibres, et à partir de ce point de saturation des fibres, c'est de l'eau liée qui va s'évaporer du bois, pour arriver jusqu'au bois où il n'y a quasiment plus d'eau à l'intérieur. Eh bien, si on regarde les phénomènes de retrait, quand l'eau libre est éliminée, il n'y a aucun phénomène de retrait, donc jusqu'à environ 30% du bois, le point de saturation des fibres, on considère en général que c'est 30%, même si ça dépend des essences de bois. Et à partir de ce 30%, si on continue à sécher le bois, on a un retrait sur le matériau. Alors là, j'ai donné quelques valeurs de référence sur l'humidité, je vais aller assez vite, pour dire qu'en fait, ces valeurs, ça dépend un petit peu des personnes avec qui on parle. Pour ce qui concerne le bois humide, tout le monde est d'accord, c'est quand on est au-dessus du point de saturation des fibres. Pour ce qui concerne un bois sec, la définition d'un bois sec, selon les personnes avec qui on parle, soit on est inférieur au point de saturation des fibres, soit... par exemple, dans la norme EN 350, ils considèrent que le bois est soit supérieur, soit inférieur à 20% d'humidité. Donc, à ce moment-là, on peut dire que eux, dans la norme, ils considèrent qu'un bois sec quand le bois est inférieur à 20% d'humidité. Bon, voilà, ça c'était un petit aparté. Pour ce qui concerne le retrait du bois, comme on a vu, le bois est un matériau anisotropique, et cette anisotropie se traduit par des retraits différentiels selon qu'on se situe dans une direction longitudinale où le retrait est quasiment de 0, alors que le retrait radial est de l'ordre de 2 à 3 pour 1000 et le retrait tangentiel est de 3 pour 1000. Ça, c'est des valeurs de bibliographie assez générales. Ce retrait différentiel, ça se traduit par des déformations au moment du séchage qui vont être différentes selon qu'on est sur un débit sur dose, c'est-à-dire ce que je disais,
sur un débit sur quartier, ce que je disais tout à l'heure, la planche qui est au centre d'un débit sur plot, eh ben, elle va très peu se déformer au moment du séchage, alors qu'un débit sur DOS, il va tuiler et on dit que la planche va tirer à cœur. Donc dans l'absolu, il faudrait que le débit soit comme ceci, pour qu'au moment du séchage, les planches ne se déforment pas. Et en réalité, ce genre de choses est complètement connu, puisque déjà, par exemple, au XIVe siècle, les retables flamands, ils sont construits uniquement avec des planches clivées, donc débitées sur quartier. Donc ça, c'était connu. Ce qui était un peu moins connu, c'était la cinétique de la déformation. Et depuis 10-15 ans, il y a pas mal de travaux qui ont été faits. Alors, ce n'est pas de l'architecture, mais ça peut être quand même des choses assez importantes, sur des panneaux en bois, et notamment des panneaux en bois peint. Et la première question, donc c'est des travaux notamment qui ont été conduits par le laboratoire matériaux et génie civil de Montpellier, sous la direction de M. Grill. L'idée, c'était de savoir en combien de temps la planche, le bois se déformait au séchage, et de voir en combien de temps on observait un tuilage. Est-ce que la déformation de la planche, elle se fait dès les premières augmentations d'humidité ou dès les premières variations d'humidité, ou est-ce qu'il fallait attendre que la planche s'imprègne beaucoup plus d'eau pour qu'elle se déforme? Donc, ils ont instrumenté la planche supérieure de ce panneau qui se trouve dans une église, et ils ont mis, pour mesurer son tuilage, et ils ont mis une station climatique à proximité de ce panneau. Et ce que l'on voit, c'est que la mesure d'humidité est totalement corrélée avec la mesure de la flèche du panneau. Ça veut dire que le bois réagit très très vite aux variations d'humidité. Maintenant, est-ce que cette variation de déformation a des conséquences sur la tenue de la peinture? Eh bien, en fait, on ne connaît pas encore la réponse, et je donne juste un exemple très actuel, un objet d'étude aujourd'hui. C'est un panneau ici, quand je disais que les mesures pouvaient quand même être assez importantes. Ici, vous avez un panneau qui fait 2,50 m par 2,50 m environ. Et la question, c'est que donc, ce panneau est dans le centre de restauration du CICRP à Marseille, et il doit réintégrer sa chapelle. Mais à l'intérieur du CICRP, la variation d'humidité est relativement faible, et il y a déjà des décollements de peinture. Et dans la chapelle où doit être réceptionné ce panneau, les variations d'humidité sont de 30 à 80%. Donc quand je pose la question actuellement aux chercheurs qui ont travaillé sur ces problématiques, et je leur montre ce panneau, ils me disent ce panneau est trop compliqué. Il y a du bois qui arrive en surépaisseur, vous voyez l'arc de cercle en bois doré qui est ici est en surépaisseur, il y a des traverses incrustées à l'arrière, il y a des papillons qui lient les planches de bois. Donc en fait, la déformation risque d'altérer la couche picturale ou pas. En réalité, on ne sait pas répondre. Donc il y a encore du boulot, c'est la mauvaise nouvelle. Enfin, c'est la bonne nouvelle pour certains, la mauvaise nouvelle pour d'autres. Autre point qu'il faut aborder, c'est quel est l'impact d'une contrainte sur du bois et sur la déformation du bois. Alors, c'est des choses qui sont assez connues par exemple, sur du métal. Donc ça, c'est des schémas qui sont donnés par Myriam Fournier dans un cours en ligne sur Internet. Donc c'est des notions de base de mécanique. Vous avez ici un essai de traction sur une tige métallique, et quand on prend deux tiges métalliques de rayons différents, dont l'un est divisé par deux, eh ben, ce que vous pouvez voir, c'est que la rigidité de l'un est 4 fois inférieure à la rigidité de l'autre. Ça veut dire que quand on considère un matériau en mécanique, il y a des notions très importantes à prendre en compte, c'est-à-dire c'est la rigidité, la raideur. La raideur, en fait, elle rencontre une force appliquée sur une distance, alors que la résistance du matériau, c'est une force appliquée sur une surface. Donc, ici, sur l'essai, vous avez une différence de rigidité, mais on est sur le même matériau, mais la résistance est la même, puisqu'on est quand même sur le même matériau. Alors, sur du métal, vous avez une partie élastique, c'est-à-dire que si on arrête l'essai au moment dans cette partie de la courbe, donc cette courbe, elle donne la force en fonction du déplacement. Si on arrête l'essai mécanique dans la partie élastique, le matériau va revenir à son état initial. Après, on est dans la partie plastique, où là, il ne revient plus dans son état initial, et puis après, il y a la rupture.
Donc ici, pour rappel, donc, sur le métal, vous avez ce type de comportement. Sur le bois, vous avez ce type de comportement. C'est-à-dire que le régime plastique est très très court, voire inexistant, et on passe d'un régime élastique quasiment à la rupture. Ça caractérise un matériau fragile ou quasi fragile. Les mécaniciens me corrigeront. Et ce type de comportement pose la question de l'endommagement du bois, c'est-à-dire avant la rupture, est-ce qu'on peut parler d'endommagement du matériau? Le comportement du matériau sous l'effet d'une contrainte, quand le matériau est sec, en fait, sous l'effet d'une contrainte, vous allez pouvoir fléchir le matériau avec une certaine force A, par exemple, mais cette flexion est relativement limitée parce qu'entre les fibres, vous vous souvenez qu'il y a de la matière mitoyenne, et cette matière mitoyenne, elle permet de garder la cohésion des fibres entre elles, elle va comme trianguler le matériau. Si vous mouillez le matériau, ces liens vont être rompus et les fibres vont pouvoir coulisser entre elles. Et donc, pour la même force A, vous allez pouvoir vraiment fléchir beaucoup plus le matériau. Si vous séchez le matériau sous contrainte, eh bien, vous allez pouvoir, en enlevant la contrainte, obtenir le matériau déformé. Maintenant, ce qu'on voit dans les monuments historiques, c'est des poutres fléchies. Et donc, la résistance d'une poutre fluée du fait d'une contrainte mécanique de longue durée. Eh bien, en fait, ce type de phénomène ne correspond pas au phénomène précédemment décrit, et on ne sait pas très bien l'expliquer. Cependant, aujourd'hui, on n'a pas démontré qu'il y avait une différence de résistance mécanique d'une poutre fléchie suite à une contrainte mécanique de longue durée par rapport à sa tenue initiale. Donc, le fait de dire à l'intérieur d'un monument, j'ai une poutre fléchie, donc elle résiste moins, donc il faut la faire tomber, n'a pas de sens d'un point de vue scientifique. Pour ce qui concerne les altérations mécaniques, j'en parle pas, puisque Fessal en parlera. Et en fait, en termes de mécanique, on considère juste qu'on a une diminution de la section efficace de la poutre. Et puis très rapidement, avant de conclure, les trois normes de base pour le diagnostic matériaux sont les suivantes, la EN 338, la NFB 5201 et la 1912. La première, elle caractérise juste les bois par un essai mécanique et on tient compte de la variabilité juste en donnant des valeurs moyennes. Donc quand on va sur un site, par exemple, si on a une structure en résineux, on va dire c'est du C18, C24 ou C30. Et c'est en fait la personne qui va faire l'expertise qui va juste décider que toutes les poutres ou toute ou partie des poutres ont tel ou tel classement. Donc ça va dépendre pas mal de l'expert qui va faire le diagnostic. La deuxième norme, elle parle de la singularité des poutres, c'est-à-dire que on va aller un petit peu plus dans la finesse, c'est-à-dire que quand on va aller sur le site, on va classer les poutres, on va regarder la direction du fil, le bois des réactions. Le bois de réaction, c'est pas mal, bon, si la poutre est excentrée, par exemple. La largeur des cernes, les nœuds, la taille, le nombre, et puis les fentes. Et en fonction de ces différentes singularités, on va donner une valeur sur la résistance des poutres. Et puis, la dernière norme fait la liaison entre les deux. Toutes ces normes, elles permettent en fait à l'expert de donner des valeurs excessivement variables. Donc, le diagnostic qui va être fait sur site par un expert, il va dépendre énormément de l'expert, et donc, c'est relativement scientifique. Si vous n'êtes pas content d'une expertise, vous pouvez demander à un autre expert, il va pouvoir vous faire une expertise différente, et tout le monde sera content. Voilà, en conclusion donc, de cette présentation, donc, comme vous le savez bien, on a un matériau éminemment complexe et variable, complexe du fait de cette variabilité, de son anisotropie. On a un matériau très sensible aux variations hygrométriques. Les progrès qui ont été faits depuis ces dernières années sur la connaissance du matériau, sur son comportement, ce qu'on appelle le comportement mécanosorptif, permettent de commencer à être prédictif sur le comportement d'une planche. En revanche, dès qu'on va commencer à être dans des systèmes un peu trop complexes,
on ne peut aujourd'hui pas encore être prédictif sur le comportement du matériau. Et pour ce qui concerne les normes sur le diagnostic matériaux, pour le moment, pour se faire du diagnostic sur le matériau ancien, on s'appuie sur des normes de matériaux neufs, ce qui comporte certaines limites. Voilà. Pour conclure, Madame Frachon m'a demandé de faire la publicité pour les 2 derniers numéros de Monumental, ce que je fais. Bonjour à tous, donc Philippe Gallimard, j'appartiens à l'Université de Bordeaux, laboratoire I2M de l'Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux. Donc, je suis un enseignant-chercheur non indépendant, parce que j'appartiens à ce laboratoire qui englobe, on a à peu près 120 chercheurs. Dans ce laboratoire, on aborde tous les aspects de la mécanique. Alors, je vous parlais du contexte normatif. C'est pas très encourageant, pas très facile à présenter non plus. Je vais commencer par vous parler de l'annexe de la bibliothèque du Palais du Luxembourg, sur lequel on est intervenu, pour vous donner un petit peu le contexte d'intervention. Donc, en 2011, il y a eu la chute d'un élément de la voûte en plâtre, vous voyez ici, un peu avant une émission de télévision. Et donc, les conclusions de l'expert qui avait été mandaté à l'époque, c'était un bureau de contrôle, c'est qu'il y avait un risque d'effondrement important, qu'il y avait des mesures conservatoires immédiates à prendre. Et la raison invoquée, je l'ai vu donc dans le rapport d'expertise, c'est que le bois était usé. Alors le bois usé, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne s'use pas le bois, surtout au niveau mécanique. Donc c'est un petit peu ce qu'on a entendu précédemment, c'est qu'effectivement, les experts, on peut aussi en changer et confronter les avis. Effectivement, le bâtiment présentait des déformations importantes, principalement au niveau des murs. Donc, ce que vous voyez ici, au niveau des murs. Et en fait, l'interprétation, c'était que la charpente poussait sur les murs. Donc, pour pouvoir poser un diagnostic comme ça, il faut aller... c'est pas trivial, le comportement des structures anciennes est complexe. Et elles ne peuvent pas forcément être comparées, être analysées de la même façon que les structures modernes, tout simplement parce que les structures modernes sont réalisées d'après un modèle mécanique initial. Donc la réalisation essaie de se conformer au modèle mécanique. Lorsque le modèle mécanique donne une articulation entre 2 pièces de bois, eh bien, l'assemblage fait en sorte de réaliser effectivement une articulation. Dans les charpentes anciennes, ce n'est pas le cas. Et toute la difficulté, une des difficultés du diagnostic, c'est de faire en sorte quel est le modèle mécanique adapté à la charpente ancienne. Et ça, c'est pas évident. Donc, je vais essayer de vous parler de ça. Donc, ce qui a été fait, l'objectif, c'était l'estimation du risque. Donc, de faire une analyse mécanique qui tienne compte des zones critiques, de la sensibilité non pas de l'ouvrage, mais de la sensibilité du modèle mécanique qui peut permettre de faire une estimation du risque, puisque ça marche comme ça maintenant. Et comment on fait une estimation du risque? On se conforme à des règlements, à des normes qui, en général, concernent les ouvrages neufs. Donc, qui ne concernent que les ouvrages neufs. On n'a pas d'autres outils. Donc, de façon
Donc on voit que la charpente, elle est assez complexe, hein, puisque si on fait une analyse historique, on s'aperçoit qu'on a une charpente simple avec des chevrons formant ferme initialement, et que dans l'histoire, on a créé une voûte a posteriori, donc ce qui a perturbé complètement le fonctionnement mécanique du système. Donc on a proposé, on a fait une première estimation, une analyse de risque, une analyse de sécurité. On s'est aperçu qu'en aucun cas la charpente pouvait pousser les murs, hein, que ce n'était pas elle qui était en cause. Et donc on a proposé une métrologie sur place en disant il n'y a pas de risque immédiat. Par contre, il faut suivre ce qui se passe, et il faut, ça va permettre déjà de créer une alarme si on a trop de déformations. Ça nous permet aussi de recalibrer le modèle mécanique de façon à ce qu'il soit le plus pertinent possible. Donc du coup, la conclusion, c'est que la voûte a été entièrement refaite sans confortation aucune, hein. Donc on suit un peu les déformations de l'ensemble de la charpente. On s'aperçoit, comme on l'a dit précédemment dans les autres présentations, que le bois se déforme. On a des déformations structurales saisonnières, des fermes. On n'a pas tout à fait un retour à zéro à chaque saison, hein. Donc on a des déformations résiduelles, et le suivi est toujours en cours, hein. Donc l'objectif, c'est l'analyse mécanique, le diagnostic. Ça se base forcément sur un modèle mécanique qui doit être pertinent, qui doit être adapté. Et une fois qu'on a le modèle, sur quels critères on se base et sur quel texte on peut se baser. Donc là, j'ai fait un petit rappel un monumental sur lequel on a fait le détail. Donc je vous ai mis ici deux, trois petits exemples sur l'étude de sensibilité paramétrique, donc du modèle mécanique. Il n'est pas très connu, mais on est capable numériquement d'étudier la sensibilité et de savoir où est-ce qu'il faut mettre les capteurs pour faire un suivi pertinent. Donc la méthodologie, c'est dépistage, diagnostic, préconisation, action corrective. Et à partir du diagnostic, bien sûr, on a besoin de ce modèle mécanique. Donc la problématique générale, c'est quelle est la méthodologie du diagnostic. On va voir est-ce qu'on peut s'appuyer sur des normes. Et puis, comment on évalue l'aptitude au service vis-à-vis de la sécurité. Alors, donc j'ai essayé de retrouver les textes réglementaires sur lesquels on peut s'appuyer, normatifs, professionnels. Donc je ne parlerai pas du contexte assurantiel qui est légèrement parallèle, mais pas tout à fait, qui se recoupe pas exactement. Et sur les exemples d'application, je parlais de la galerie d'Apollon en Lourdes, de la cathédrale de Metz, du château de Königsbourg et des globes de Cornelis. Les globes de Cornelis, ce n'est pas de la structure de bâtiment, mais ça concerne la structure bois. Alors, c'est là où c'est pas très drôle. Voilà. Quel texte appliquer pour un ouvrage existant? Donc, le corpus technique français est très peu développé. Il y a pratiquement aucun texte réglementaire. On trouve une norme ISO sur les bases de calcul des constructions et l'évaluation des constructions existantes. L'annexe 1 qui parle des ouvrages du patrimoine. Il y a quelques recommandations ICOMOS, mais ça reste très générique. Si on se place en structure sur les ouvrages, sur les Eurocodes, donc qui dimensionnent actuellement maintenant l'ensemble des ouvrages neufs européens, sur les bases de calcul, l'Eurocode 0 donc, stipule qu'il est applicable aux ouvrages existants en vue de projeter des réparations, des modifications ou d'étudier des changements d'utilisation. Donc là, si on a une modification de la fonction ou de la structure, ça devient un ouvrage neuf. Une note qui dit que des dispositions additionnelles ou modifiées pourront se révéler nécessaires selon le cas. Donc ça veut dire que globalement, on peut adapter comme on veut. Comment? Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà.
L'annexe D stipule autre chose également d'intéressant, c'est le dimensionnement, donc la vérification des éléments que l'on veut faire, des renforcements, etc. Si c'est compliqué, on a la possibilité de le valider par des essais. Donc, sur une technique particulière, etc., ça peut être validé par essai. Notre Eurocode, donc lorsqu'on parle du béton, de l'acier, du bois, de l'aluminium, etc., il n'y a aucune référence donc aux structures existantes. Par contre, l'Eurocode 8 qui parle des structures de la résistance au séisme, là, il y a une partie spécifique sur l'évaluation et renforcement des bâtiments, plus sur les principes que sur les techniques exactes. Juste sur les bases de la conception, les états limites que l'on vérifie actuellement, on vérifie que la sollicitation, l'action S est inférieure à la résistance, et dans lesquelles on va y intégrer des coefficients partiels de sécurité selon la situation de projet, durable, transitoire, etc., selon les incertitudes qu'on a sur les matériaux, et en particulier, c'est là où on peut faire la relation entre le matériau ancien qui existe, qui a déjà été éprouvé par le temps, par les sollicitations, et le matériau neuf qui est issu du sciage et qui n'a jamais été sollicité. Donc effectivement, l'incertitude quant à sa résistance est complètement différente entre les deux matériaux. Donc on ne peut pas utiliser tout à fait les règles des bâtiments neufs par rapport aux bâtiments anciens. Ces règles sont établies, ces coefficients de sécurité sont établis pour une probabilité de défaillance de 10-4 sur une période de référence, par exemple, bâtiment 50 ans. Pour un ouvrage du patrimoine, ça peut être aussi assez discutable, et sur une classe de conséquences qui allie le risque humain et matériel. Donc on voit qu'on a tout un tas de paramètres qu'il faudrait adapter, qu'il faudrait caler sur les ouvrages existants et en particulier sur les ouvrages du patrimoine. Donc, sur une conférence qui a eu lieu sur les ouvrages d'art en octobre 2016, l'ingénieur disait qu'en l'absence de texte réglementaire, la stricte application des règlements destinés à un ouvrage à construire n'est en général pas pertinent. Donc, même pour les ponts, par exemple, qui sont des ouvrages souvent modernes, c'est pas pertinent. Et en plus, ça peut conduire à des renforcements injustifiés. Par exemple, le coefficient de sécurité imposé sur les charges permanentes d'un ouvrage, donc on a parlé des coefficients partiels de sécurité. Sur un ouvrage neuf, c'est 1,35, ça veut dire qu'on va majorer les charges permanentes de 35%. Lui disait que pour les ponts, comme l'ouvrage est connu, on maîtrise un petit peu mieux donc les charges permanentes, le poids du bâtiment, on peut réduire ce coefficient partiel de sécurité à 1,20, c'est-à-dire qu'on va prendre une marge de 20% supplémentaire, etc. Les recommandations du CEREMA. Et sur un ouvrage comme vous pouvez le faire vérifier par un bureau d'études ou un bureau de contrôle actuellement, il prendra toujours un 35, ça c'est sûr. Donc des documents professionnels peuvent pallier ce manque, par exemple, ils peuvent aussi évoluer en normes. Par exemple, je vous ai mis ici un guide de réparation, de rénovation pour les structures métalliques, c'est un document professionnel qui existe, donc qui donne des indications pour le béton armé, le béton précontrainte, les fondations, la construction métallique, et rien pour le bois. Un autre enjeu à venir, c'est le recalcul donc, de la sécurité et la protection donc, des ouvrages existants. C'est un enjeu majeur, parce qu'on en a de plus en plus. Donc, je ne parle pas des ouvrages du patrimoine, je parle des structures existantes. Il existe actuellement en Europe donc un groupe de travail, working group number 2 de l'Eurocode 0, qui travaille donc sur l'évaluation structurale des ouvrages existants, qui a déjà fait paraître plusieurs documents, et on voit bien qu'à terme, ça va se transformer en document normatif.
En France, pour l'instant, on a juste le guide technique des ouvrages d'art et des documents professionnels et de recherche dont je parlais précédemment. Pour le bois, on a l'ouvrage de Charpente-Bois de février 2002. C'est un ouvrage donc, qui précise, là encore, un ouvrage sans pathologie et donc considéré comme existant s'il ne subit pas de modification de sa structure ou de son usage. Dès qu'on va modifier quelque chose, c'est un ouvrage qui est actuellement considéré comme neuf. Juste un petit topo sur le contexte réglementaire et normatif, que certains connaissent bien sûr. On va bien séparer la réglementation, composée de règles directives, de décrets et d'arrêtés. Donc là, c'est à appliquer obligatoirement. Et la normalisation qui concerne la conception et le calcul des ouvrages, les normes de fabrication et les normes produits. Donc, il n'y a pas la même exigence sur les deux. Ça se mélange un petit peu quand même là. Il n'y a pas la même exigence sur les deux. Le contexte normatif, l'obligation, il n'y a pas d'obligation à appliquer un contexte normatif. Seules les règles sont obligatoirement appliquées, ce qui découle de décrets, etc. Et ça concerne donc la norme de calcul. Je vous ai présenté les eurocodes. Les eurocodes ne sont pas forcément applicables obligatoirement par la loi à tous les marchés. Par contre, les exigences concernant les séismes, oui, par l'arrêté 2012, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2014. Par les résistances au feu, là aussi c'est obligatoire depuis 2014. Donc là, c'est obligatoire par la loi et pour tous les bâtiments. Le marquage CE, le marquage des produits utilisés dans le bâtiment, c'est aussi également obligatoire depuis... alors ça dépend le type de produit. Voilà. Ça passe pas très bien là, mais il en manque des bouts. Les règlements produits de construction... Règlement produit de construction, alors indique qu'il n'existe pas d'obligation de marquage CE. Donc là, je vous disais que c'était obligatoire pour les produits du bâtiment. Ce n'est pas obligatoire dans les cas suivants, pour les fabrications individuelles ou sur mesure, pour des fabrications sur site de construction, et également pour des constructions traditionnelles ou sauvegarde de monuments sur les procédés non industriels. Donc il n'y a pas d'obligation, en particulier en ce qui concerne le patrimoine, il n'y a pas d'obligation d'utiliser des produits de marquage CE. Une autre norme qui est en construction, qui est un projet de norme européen, c'est un cadre méthodologique lié au diagnostic, ligne directrice pour l'évaluation sur site des structures historiques en bois. Donc c'est piloté par les Italiens, le secrétariat uni. Ça concerne, donc c'est vraiment un cadre méthodologique, avec quelques outils, mais voilà. Donc c'est un document qui est pré-normatif, mais sur lequel il est important de se positionner, puisqu'il va basculer en normes. Donc sur l'évaluation préliminaire, l'étude documentaire, analyse historique, etc. Donc l'étude cotée, l'étude détaillée, identification des essences de bois. Donc ça sera dans la norme. Teneur, humidité, classement des bois selon résistance. Donc là, on revient à la problématique présentée par Emmanuel Morin, datation des bois. Donc là aussi, une autre problématique précédemment présentée. Et ça sera effectivement normatif. Étude détaillée des assemblages bois. Donc on voit que tout ça, c'est un cadre méthodologique, mais les outils, on les a ou on les a pas pour l'instant. Deux paragraphes importants. Il a noté que les structures qui ont démontré leur adéquation donc, dans cette norme, leur adéquation dans le passé, ne nécessiteront aucune évaluation détaillée. Sauf, là encore, s'il y a une modification des charges, donc si on modifie, dès qu'on modifie, on est obligé de revenir. Oui.
Voilà. Également, les valeurs de résistance sont requises. Donc là, sont requises comme les éléments neufs, sauf que ça doit être limité aux zones critiques. Comment on détermine les zones critiques? Par le modèle mécanique. C'est lui qui vous définit les zones critiques. Donc, 2-3 exemples d'applications. Le diagnostic structural de la charpente de la galerie d'Apollon au Louvre. Donc, après la réfection de cette voûte magnifique payée par Total, si je me souviens bien, voilà, on a commencé à voir apparaître des traces d'humidité derrière ces magnifiques dorures refaites. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, les traces d'humidité qui ressortent. On s'est aperçu qu'effectivement, il y avait eu des infiltrations d'eau et que la poutre sablière ici était entièrement détruite, dégradée. Donc, par un endoscope, on est allé voir par des petits trous faits avec parcimonie dans cette voûte. On s'est aperçu qu'elle était entièrement dégradée. Donc, est-ce qu'il y a un risque si la charpente ne repose sur rien, sur une sablière pourrie? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il faut tout démonter, refaire la voûte, etc. En fait, on a montré de la même façon par une modélisation, par les caractéristiques du plâtre ici, que effectivement la voûte en plâtre était capable, elle, de soutenir la charpente, ce qui n'était pas sa fonction initiale, hein, parce que c'est plutôt l'inverse, la charpente qui maintient la voûte. Mais en tout cas, là, on a montré que effectivement, elle était capable de tenir la voûte. Donc, il n'y avait pas de danger imminent. Et donc, du coup, l'architecte, la CMH, a eu du temps pour programmer les travaux sans mesure conservatoire. Voilà. Château du Haut-Königsbourg. Bon, le PDF est vraiment... on ne voit rien du tout, c'est un peu tout mélangé. Enfin bon. Une autre sollicitation par un ACMH qui avait une problématique de conserver un plafond classé dont les poutres avaient flué, par exemple, et il fallait en plus accueillir un restaurant à l'étage. Donc l'idée, c'était de dire, est-ce qu'il faut démonter? Est-ce qu'il faut le plafond? Est-ce qu'il faut changer toutes les poutres, comme c'est la démarche naturelle, lorsqu'on a des poutres avec des grandes déformations comme ça, sans chargement, c'est la démarche naturelle de tout changer. Comme Emmanuel Morin vous l'a dit, personne n'a jamais démontré qu'une poutre qui avait flué avait une résistance ou une rigidité qui avait été affectée. Hein, donc, ce qu'on a proposé, c'est effectivement de contreflécher les poutres sur place et de renforcer les caractéristiques mécaniques en vissant un panneau de bois, un panneau de LVL dessus. Donc, ce qu'on a validé par des essais. Là, c'est vrai que bon, c'est un petit peu, on voit pas très bien. Le beffroi de la cathédrale de Metz, très rapidement. L'objectif, c'était effectivement de dire est-ce que la cloche qui n'avait pas sonné depuis 1918, une cloche qui faisait plus de 10 tonnes, pouvait être remise en fonction sans détériorer le beffroi? Là aussi, ça passe par un modèle mécanique, une étude de sensibilité et une inspection ciblée, puisqu'on a montré, le modèle mécanique ici montre que les paramètres essentiels dans un beffroi, c'est la rigidité de l'assemblage. Hein, les sections de bois, elles peuvent être dégradées à 90%, le fonctionnement n'en est pas altéré, parce que c'est principalement un objectif de poids, hein, les poutres dans un beffroi. Donc on a regardé où est-ce qu'il faut intervenir. Donc par la simulation mécanique, on définit des points de contrôle, où est-ce qu'il faut aller regarder. Donc on a défini effectivement les points d'inspection des assemblages. Est-ce que l'assemblage en interne, est-ce que le tenon, il y a bien un tenon dans la mortaise et est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc c'était l'objectif.
Je vais terminer très rapidement sur les globes de Coronelli, donc, qui avaient été stockés pendant des années horizontalement. La BNF voulait les redresser sur son axe à 23 degrés initial. Les appuis étaient déformés ici. Donc l'objectif, c'était identification des bois, est-ce qu'ils ont été dégradés, et puis est-ce que mécaniquement on peut le relever. Donc vous voyez donc ici un jeune homme fait l'identification des bois. Et puis derrière, on a regardé, on a testé. Alors on avait besoin aussi d'un arpète pour tout tourner, pour faire tourner le globe, pour voir les problèmes d'excentrement. Donc on a fait des mesures. Une radiographie rayon X faite par le C2RMF nous a permis de comprendre un petit peu ce qui se passait en interne. Et avec un modèle mécanique, on a pu évaluer le niveau de contrainte que l'on avait dans les bois et dans le métal. Et on a pu dire, allez-y, vous pouvez le relever à 23 degrés. Conclusion, donc on a besoin de textes normatifs pour adapter les spécificités du patrimoine aux exigences modernes, éviter les aberrations. Par exemple, les planchers, on a une tendance lourde, naturelle, à ce qu'un bureau d'études, un bureau de contrôle dise non, votre plancher, il ne correspond pas aux normes actuelles. C'est pas vrai, la plupart du temps, enfin souvent en tout cas. C'est important de les avoir comme aide et guide, c'est-à-dire que chacun ne fait pas selon sa propre expérience. Et surtout, c'est important de participer à leur élaboration. C'est Manuel Morin qui est en charge du comité de suivi français là-dessus. Il exige des options technologiques pour respecter les objectifs spécifiques monuments historiques. J'ai parlé de cet renforcement par dalle de compression bois sur des solivées existantes. Et puis, il ne faut pas hésiter à investir dans des études préliminaires. J'insiste beaucoup sur l'analyse mécanique. Ça fait partie de l'étude. Ça fait partie de l'étude et ça permet... ça permet de poser un diagnostic, de conforter une stratégie de travaux de suivi et de maintenance. Et je vous remercie.